Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Un livre sur l'avenir. Je suis Oscar Lopez et j'ai le plaisir de partager avec vous le sujet d'aujourd'hui intitulé Rome prend le contrôle de la Judée. Je donne aussi la bienvenue à Itamar qui nous accompagne pour le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de partager encore une fois une autre vidéo avec vous. Et donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? La dernière fois, on avait parlé de Rome, comment est rentré dans l'histoire de Daniel. Et donc, on avait parlé des hommes turbulents et on ne savait pas qui c'était. Donc, c'était soit les Maccabées, soit les Romains. Oui, pourquoi les Maccabées? Donc, en fait, les personnes pensent que c'est les Maccabées parce que ça fait référence au texte de Daniel, parce que c'était des personnes, on va dire que c'était des guerriers. Des révolutionnaires. Des révolutionnaires, oui. Tout à fait. Et donc, beaucoup pensent que ce sont les Maccabées, mais en réalité, sont les Romains. Mais pourquoi ça ne peut pas être les Maccabées? Parce qu'en fait, on avait parlé dans l'analyse du texte que c'était des personnes qui faisaient du mal au peuple. Et les Maccabées, en fait, ils étaient là, mais c'était des révolutionnaires. C'était des personnes qui étaient là pour défendre leur peuple. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment leur faire de mal. Donc, en fait, on élimine l'idée que ce soit les Maccabées. Exactement. Donc, c'est une question d'interprétation historique et prophétique. Et on a fait l'analyse dans le sujet précédent, on a fait l'analyse du texte sur ce passage, verset 14, chapitre 11. Et si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo précédente. Vous allez mieux comprendre. Et encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire sur la chaîne YouTube. On se fera un plaisir de vous répondre. Mais avant de commencer, on va parler un peu du texte de la semaine dernière. On avait traité Daniel chapitre 11, du verset 11 au 14. Et le verset 14 qui dit: Et dans ces temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, et les violents de ton peuple s'élèveront pour accomplir la vision, mais ils tomberont. Donc on parlait justement de ces personnes-là, des violents de son peuple. Mm-hmm. Donc c'était du peuple de Daniel. Donc on avait vu, là on vient de le dire, que ça ne pouvait pas être les Maccabées. Donc ce sont forcément les Romains. Exact. Parce que le texte d'origine, si on le traduit correctement, c'est ceux qui font violence à ton peuple, ou ceux qui maltraitent ton peuple. Mais c'est pas seulement, il parle des viols, carrément. Donc c'était vraiment, dans le contexte, on a expliqué le contexte de développement de l'Empire romain, comment ils ont commencé, ce peuple de guerriers, ce peuple de mercenaires, qui s'est développé progressivement jusqu'à devenir une puissance. Et dans le sujet d'aujourd'hui, on va commencer avec le verset 15 qui dit: Et le roi du Nord viendra, et il élèvera une terrasse et s'emparera de la ville forte. Et les forces du Midi ne tiendront pas, ni l'élite de son peuple, et il n'y aura pas de force en lui pour se maintenir. Une précision, c'est que la terrasse fait référence à des engins des combats et des rampes qui étaient érigées pour traverser les murs de protection d'une ville. Donc ça, c'est la traduction qui a été donnée, terrasse, mais ça fait référence à un engin de guerre. Ils sont par de la ville forte, et les forces du Midi viendront, et il n'y aura pas de force contre lui pour le maintenir. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ptolémée Épiphanès était un garçon de 5 ans qui allait faire face à 2 rois en coalition et avec une grande armée mixte qui s'alignait contre lui, plus des séditions à différents endroits du royaume, ce qui est représenté ici par les villes en feu. Mais il n'était pas complètement seul, puisque malgré l'assassinat d'Agatocle par le peuple égyptien, et ça c'était dû à la corruption de cet homme, qui était quand même le premier conseiller de Jean Roi, il s'est retrouvé, entre guillemets, tout seul, mais il n'était pas vraiment tout seul, parce que son père, il avait fait provision d'une protection supplémentaire. Et donc, il a signé un contrat avec ce groupe d'hommes violents. C'était ce groupe de Romains, et ce peuple romain, des mercenaires. Et les Romains, ils fonctionnaient pas seulement sous l'effet de la violence, mais ils ont établi les bases de ce qu'aujourd'hui on appelle le droit international. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ce contrat de protection protégeait ce Jean Roi. Donc il avait perdu son conseiller. La première action de Rome, c'était de lui envoyer un conseiller. Donc ils ont envoyé un homme appelé Aristomène, qui était c'était un philosophe, c'était un stratège militaire, mais aussi un homme extrêmement cultivé, extrêmement intelligent, pour accompagner et devenir conseiller du roi. Donc il a été envoyé en mission, et la première action d'Aristomène, c'était de déployer l'armée romaine pour étouffer les séditions qui avaient éclaté un peu partout. Donc Rome vient à éteindre les séditions. Une fois que le royaume est en contrôle, le général Escopa et son armée sont envoyés pour faire face à l'armée qui menaçait l'existence du royaume du Sud. Mais cette armée a été finalement vaincue par ses ennemis. Il y en a beaucoup qui sont morts.
Les prisonniers ont été renvoyés nus à son roi. Donc c'est une grande humiliation. Il faut savoir que le général Escopas était un noble éthiopien. Il a été envoyé humilié vers son roi. Donc Aristomène n'a pas laissé passer cette agression sans représailles, bien évidemment. Et donc ce qui s'est passé, et dans le verset 16, on lit la chose suivante. Mais celui qui vient contre lui agira selon son gré, et il n'y aura personne qui lui résiste, et il se tiendra dans le pays de beauté, ayant la destruction dans sa main. Finalement, là, ce n'est pas seulement les Égyptiens qui vont attaquer les assaillants, qui les menacent, mais aussi l'armée romaine. Il faut savoir que l'armée romaine avait un ancien litige avec Philippe de Macédoine. Donc il voulait absolument le battre, mais il n'y avait pas le cadre légal pour le faire. Il voulait légitimer en fait cette attaque. Ce qui s'est passé, c'est que Rome s'est occupé de Philippe de Macédoine et l'armée égyptienne a attaqué l'armée d'Antiochus Magnus. Et comme vous voyez au milieu, il se trouve là Jérusalem. Jérusalem a été le scénario de tous ces conflits. Et le pays de beauté, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est la Judée, c'est Jérusalem. Mais pourquoi le pays de beauté? Dans certaines traductions de la Bible, dans d'autres langues, on traduit par la terre glorieuse. Et pourquoi la terre glorieuse? Parce qu'il y avait la Sainte Shekinah qui brûlait dans le temple. Exactement, qui avait manifesté sa gloire, la gloire de Dieu. Il n'était pas là à ce moment, mais effectivement, la terre glorieuse fait référence à la terre sainte, c'est-à-dire à Jérusalem et Au temple. tout particulièrement au temple. Donc, et là, on est à l'an 200, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on arrive plus tard à des événements encore plus graves. Et comment ça s'est passé? Là, concrètement, le territoire du roi du Sud, les limites du roi du Sud ont été redéfinies. Mais bon, ces frontières, ils bougeaient en permanence. Avec le temps, le roi Antiochus Asiaticus a repris le contrôle du nord. Et là, on a passé pas mal d'années. On est à l'an 65 avant Jésus-Christ, donc on a bien avancé. Vous voyez la ligne de progression n'arrête pas d'avancer. Et on a au trône d'Égypte Ptolémée Oulet. Il faut savoir que le petit garçon des 5 ans, le garçon roi, a pu grandir et régner. L'alliance avec Rome a été bien profitable pour le royaume du Sud. Et cette alliance a été ratifiée génération après génération avec des nouveaux contrats de protection. Et donc c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, le roi du Nord a été attaqué par ce nouveau pouvoir qui est rentré dans l'histoire. Le symbole que vous voyez à gauche ici, c'est le symbole du Sénat. Et le Sénat donne une ordre à un général très connu, d'envahir la Macédoine. La Macédoine qui était un territoire convoité par les Romains depuis la nuit des temps. Et donc Pompeius Maximus a mené cette campagne et a vaincu, dominant la Macédoine. Et à ce moment-là, on voit que la carte des puissances géopolitiques est redéfinie encore une fois de plus. Et là, ce n'est pas le royaume du Sud, c'est un nouveau pouvoir qui commence à s'incruster et qui commence à remplacer progressivement le roi du Nord. Si on voit en plus en détail, dans le verset 16, Pompeius Maximus, il va attaquer donc, les armées de Mithridates Eupator. Mithridates Eupator, c'était un jeune roi autoproclamé, mais qui a réuni une armée et qui a fait face aux Romains. Et Pompeius Maximus, il va le vaincre. L'itinéraire de Pompeius Maximus, c'était partir de Rome, vaincre Mithridates Eupator, passer par Judée pour aller en Arabie afin de mener une campagne militaire. Ce qui était très intéressant, c'est que quand il arrive à Jérusalem, il retrouve un conflit interne. Et quel était ce conflit interne à Jérusalem? C'était 2 frères qui se disputaient pour prendre le pouvoir. Donc on avait Hyrcane et Aristobulus. Et les deux, c'était quoi? C'était des fils de prêtres, donc c'était des prêtres. Ah là, il y a quelque chose d'intéressant, Itamar. Donc ils voulaient réunir le pouvoir religieux et le pouvoir civil. Exactement. Ils n'avaient pas légitimement le droit, par rapport aux lois de Juda, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Mais ils ont prétendu le faire, donc c'était en conflit. Et à ce moment-là, du passage de Pompeius Maximus en Judée, il y avait une guerre civile, même à Jérusalem. À l'intérieur de Jérusalem, il y avait une guerre civile. Imaginez la situation. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'instar des autres peuples de l'époque, Judée avait signé un contrat de protection mutuelle avec Rome. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est dans ce contrat, il y avait, si Rome était attaqué, Juda devait aider Rome à se défendre de ses ennemis, et vice-versa, si la Judée était attaquée, Rome pouvait les aider. Donc, il devait les aider.
Mais ça ne s'arrête pas là, c'est que Rome, il avait par ce contrat le pouvoir d'interférer sur les affaires internes du royaume de Juda si ces affaires-là menaçaient l'existence du royaume. Or, quand Pompeius Maximus est passé par Jérusalem à cette époque-là, c'est exactement ce qui était en train de se produire. Il y avait une guerre civile, une guerre de pouvoir pour avoir le royaume de Juda. Donc, c'était, selon le contrat signé avec Rome, c'était à Pompeius Maximus d'arbitrer. Sauf que Hyrcano, il ne voulait pas, parce qu'il était à peu près sûr que Pompeius Magnus allait donner raison à Aristobulus. Bon, du coup, Pompeius Maximus, il a continué sa quête en promettant de revenir régler le problème, et quand il était de retour, il se retrouvait que Hyrcano avait organisé une révolte pour lui empêcher de rentrer dans la ville. Ça constituait une violation du contrat de protection, et ça lui donnait le droit d'attaquer. Mais Hyrcano, en sachant qu'il est allé trop loin, ce qui s'est passé, c'est qu'il repentit. Il vient se présenter devant Pompeius Magnus et il se rend. Et en se rendant, Pompeius Magnus, il va lui soumettre, en fait, il va lui demander de payer une amende. Très salée, beaucoup d'argent. Donc, quand Pompeius Magnus a envoyé des soldats récupérer l'amende, il a trouvé le mur, les portes de la ville fermées et depuis le mur, on lui a crié « l'accord n'est pas ratifié ». Et ça, c'est la goutte de trop parce que ça constituait une violation de l'accord légal entre Rome et Judée. Et à ce moment-là, Pompeius Magnus avait pleine liberté d'attaquer Judée et rétablir le pouvoir. Mais comme il voulait. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. C'est qu'il a rétabli l'ordre, mais c'était l'ordre de Rome. Il a détruit la muraille de Jérusalem, qu'il soit plus fortifié pour que les Romains puissent rentrer et sortir quand ils le considéraient nécessaire. Il a soumis pas mal des territoires de Juda à la juridiction romaine. Et en réalité, la Judée en entier est devenue une province romaine à partir de là. Et on parle de l'an 63 avant Jésus-Christ. Donc on approche à grand galop aux événements qui ont conduit à la crucifixion de Christ. Donc on voit que Rome avance et c'est Pompeius Magnus qui a soumis en fait la Judée à la juridiction romaine. Voilà comment Rome a pris le pouvoir de Judée. Bien sûr, en résumé, on ne prétend pas faire une étude complète, mais pour les historiens, on pourrait dire oui, il manque pas mal de détails. Effectivement, il manque de détails. Ce qu'on veut faire, c'est faire une comparaison entre la prophétie et on voit que Daniel chapitre 11, verset 16, annonçait d'une manière anticipée ces événements-là qui allaient se produire en l'an 63 avant Jésus-Christ. Et avant de terminer, on va répondre à une question qui a été posée dans le sujet en espagnol. En réalité, ils étaient deux, mais il y en a une qui a déjà été expliquée au cours. Je le fais d'une manière automatique, je suis désolé. Mais en tout cas, on va traiter la question qui reste à traiter. Donc la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui est arrivé aux deux frères? Hyrcanus et Aristobulus. Ouais. Oui, c'est intéressant parce qu'ils sont voulu, ils ont fait une lutte pour le pouvoir, alors qu'ils étaient des frères. Déjà, lutter entre frères, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, d'un point de vue moral, c'est pas bien, mais bon, ici, c'est pas le sujet. Mais surtout, qui ils étaient. C'était de la famille des souverains sacrificateurs qui n'avaient en principe pas le droit de prendre le pouvoir civil. Donc, c'était des descendants de la famille de David qui avaient le droit de devenir roi. Et il y avait certainement des descendants de la famille de David à Jérusalem à cette époque. Donc, c'était complètement illégitime. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ni l'un ni l'autre a régné. Les deux ont été soumis, probablement tués par le pouvoir romain. Donc, on voit bien qu'à force de s'ébattre pour le pouvoir, finalement, ils ont obtenu juste la soumission. Surtout, ils ont donné Jérusalem sur un plateau d'argent aux Romains. Exactement. Et c'est à partir de là que Rome a dominé la Judée. Donc, c'est très intéressant. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin et cette vidéo se termine. Chers amis, sachez que, comme je dis souvent, la production sous matériel, on essaie de faire contenu de la meilleure qualité possible et le plus précis possible. Ça demande de temps, ça demande des efforts. Et une manière très efficace de soutenir notre action, c'est en partageant nos vidéos avec d'autres personnes, en nous donnant un like et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est une manière très efficace. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra vers vous dès que possible. Je remercie aussi à Itamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. C'est avec un plaisir et on vous attend pour la prochaine vidéo. Et puis, bien évidemment, l'équipe de Veritas 4A qui nous soutient d'une manière très efficace. Merci pour tous les gens de la technique, pour Nicolas qui est le technicien production et post-production, ainsi qu'Eden et notre ami Nicolas en Colombie qui s'occupe du site internet, qui est aussi une nouveauté. On va bientôt lancer le site internet, ça sera dans très peu, il sera disponible et c'est une nouvelle version du site. On espère que ça vous plaira et que ça va vous faciliter la recherche d'informations.
En tout cas, on est là pour vous. On vous remercie pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et on se voit dans 15 jours avec la suite de ce sujet. On va découvrir ce qui s'est passé et comment Rome a finalement aussi pris le contrôle du royaume du Sud. À la prochaine. Bye bye.